Alors il se passe quelque chose de vraiment intéressant du côté de l'Égypte. Le pays est en train de redéfinir son influence, et il le fait sur deux fronts en même temps. D'un côté, on a le développement d'armes super pointues, fabriquées localement, et de l'autre, une proposition diplomatique assez audacieuse pour une nouvelle alliance dans la région. On va décortiquer ensemble cette double stratégie. La grande question, c'est donc comment l'Égypte s'y prend-elle pour renforcer son influence? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un mélange assez fin de puissance militaire pure et d'initiatives diplomatiques. Commençons par le volet militaire, si on veut bien. Allez, on attaque le premier pilier de sa stratégie, le renforcement de la puissance militaire égyptienne, avec un tout nouvel arsenal entièrement made in Egypt. Et là, c'est un vrai tournant. Pour la toute première fois, l'Égypte n'est plus seulement un pays qui achète des armes, mais c'est aussi un pays qui en vend. Le pays exporte maintenant ses propres bombes aériennes stratégiques, qui sont produites à 100% localement dans l'usine Sacre. Au cœur de cette nouvelle capacité industrielle, on trouve une famille de bombes bien spécifique. Il s'agit de la série Hafez, et comme on va le voir, elles sont conçues pour des missions très précises. Cette famille d'armes, elle est en fait assez diversifiée. Les modèles 1, 2 et 3, ce sont ce qu'on appelle des bunker busters, des bombes anti-bunker, faites pour détruire des cibles super bien protégées. Les modèles 4 et 5, eux, sont des bombes thermobariques, encore plus dévastatrices, et avec des poids qui vont de 500 à 2000 livres, cet arsenal devient un outil stratégique vraiment redoutable. Pour donner une idée de la puissance de feu, prenons le modèle Hafez 3. Il est capable de traverser 1,8 mètres de béton armé. C'est une capacité de pénétration qui est juste exceptionnelle et qui montre bien le niveau technologique atteint par l'industrie égyptienne. Et pour mettre ça en perspective, la série Hafez est considérée comme l'équivalent local de la fameuse bombe américaine BLU-109, qui est un peu la référence mondiale pour aller percer des cibles blindées. Ça veut dire que l'Égypte devient un acteur autonome sur le plan des munitions stratégiques. Mais la portée de ce programme est encore plus large. Ce qui est malin, c'est que ces bombes sont polyvalentes. Elles sont compatibles avec des chasseurs occidentaux, comme le F-16 et le Rafale, mais aussi avec des avions russes, comme les MiG. Et, signe des temps, une nouvelle famille de munitions guidées, la NISAC, a même été développée pour les drones. C'est une modernisation vraiment complète de l'arsenal. Ok, ça c'était pour le volet militaire. Maintenant, on passe au deuxième volet qui montre comment cette puissance militaire s'accompagne d'une manœuvre diplomatique assez audacieuse, et tout ça se passe autour du détroit d'Ormuz. Et c'est là que ça devient crucial. Il ne faut pas voir ces deux éléments comme étant séparés. L'autonomie militaire, c'est une chose, mais en parallèle, une initiative diplomatique de grande envergure est en train de prendre forme. Et cette initiative, elle tourne autour du détroit d'Ormuz. Petit rappel, c'est l'une des voies navigables les plus stratégiques du monde, un véritable goulot d'étranglement pour tout le commerce mondial de pétrole. La stabilité de ce passage est donc absolument vitale pour l'économie mondiale. Et c'est justement pour assurer la sécurité de ce passage vital qu'une nouvelle alliance régionale est en cours de discussion. L'alliance qui est proposée rassemble de vrais poids lourds. Une réunion de haut niveau a eu lieu au Pakistan et autour de la table, il y avait les ministres des Affaires étrangères de 4 puissances régionales, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Le plus intéressant, c'est le caractère très discret de ces discussions. La réunion s'est tenue à huis clos, ce qui veut dire que les informations qu'on a aujourd'hui proviennent de fuites, ce qui ajoute évidemment une bonne dose de suspense politique à toute cette affaire. Alors, quelle est la proposition égyptienne concrètement? En fait, elle s'appuie sur une expérience que l'Égypte connaît par cœur. L'idée, c'est de former une coalition pour gérer le détroit d'Ormuz en s'inspirant du modèle du canal de Suez, c'est-à-dire réguler le trafic, percevoir des droits de passage et garantir la sécurité. Le but final, c'est bien sûr d'assurer la stabilité régionale et la sécurité énergétique pour tout le monde. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, essayons de les assembler. Qu'est-ce que cette combinaison d'initiatives militaires et diplomatiques signifie vraiment ? En fait, il ne faut surtout pas voir ces actions comme étant isolées. Elles font partie d'une stratégie beaucoup plus large, pensée pour renforcer l'influence de l'Égypte en utilisant des leviers à la fois militaires et diplomatiques. La logique est finalement assez claire. D'un côté, on a la puissance militaire, via une industrie d'armement locale qui vise l'autosuffisance et la dissuasion. Et de l'autre, l'influence diplomatique, via la gestion des grandes voies navigables qui cherchent à garantir la stabilité de la région et la sécurité énergétique. Ce sont vraiment les deux piliers qui soutiennent le même objectif. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse motivation économique derrière tout ça. L'instabilité dans la région ces dernières années a eu un impact direct et négatif sur les revenus du canal de Suez. Du coup, assurer la stabilité dans des zones clés comme le détroit d'Ormuz, c'est devenu un intérêt national vital pour l'économie égyptienne. On peut donc légitimement se poser la question, avec cette stratégie à double détente qui combine une puissance militaire autonome et un leadership diplomatique, est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouvel ordre régional, façonné par de nouvelles alliances et de nouvelles dynamiques de pouvoir? La question, bien sûr, reste ouverte.